Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir une femme extraordinaire, Yolande d'Aragon. Il faut la décrire tout de suite. Cette princesse captivait tous les regards par sa rare beauté, par les charmes de son visage et par l'air de dignité répandu sur toute sa personne. C'était en un mot un véritable trésor de grâce. Aucune femme ne méritait de lui être comparée. Eh bien, Yolande d'Aragon, aujourd'hui, nous allons la découvrir grâce à notre invité, Gérard de Senneville. Gérard de Senneville, bienvenue à TV Liberté. Alors là, aujourd'hui, vous venez pour Yolande d'Aragon. Vous avez écrit un livre magistral parce que c'est une période extrêmement confuse. C'est un personnage finalement peu connu. Et cette biographie de Yolande d'Aragon, publiée chez Perrin, permet de s'y retrouver. Et alors, avant de commencer l'émission, d'abord bravo à l'auteur et à l'éditeur d'avoir mis des tables de comment on appelle correspondance, ça, non, des arbres généalogiques, parce que les familles sont tellement complexes. C'est absolument essentiel. Puis surtout, les noms sont souvent les mêmes, donc c'est vraiment très important de savoir qui est qui et qui a épousé qui et qui est la mère de qui. Donc là, on est guidé pendant toute cette biographie et on découvre, et on peut se laisser aller à découvrir ce personnage peu connu finalement, n'est-ce pas Pierre? Oui. Yolande d'Aragon, la guerre de 100 ans, c'est Jeanne d'Arc et c'est éventuellement Isabeau de Bavière, mais enfin là, un beau personnage. Elle reste apparemment au second plan, mais en réalité, c'est une femme de décision. Une femme de tête. Donc Yolande d'Aragon a joué un rôle majeur dans l'issue de la guerre de 100 ans et puis la fin de la querelle entre les Armagnacs et les Bourguignons, car on peut dire qu'elle a tenu à bout de bras son gendre, Charles VII. Charles VII. Mais il faut quand même dire qui elle était. Oui, alors c'est vous une petite avez espagnole. cité tout à l'heure Catherine, un texte du religieux de Saint-Denis, qui décrivait Yolande d'Aragon à 20 ans lors de son mariage en 1400 à Arles avec Louis d'Anjou. Alors Yolande d'Aragon était la fille du roi d'Aragon, une des principales puissances de l'époque, et elle épousait un cousin du roi de France, Louis II d'Anjou, qui était à la fois duc d'Anjou, comte du Maine, comte de Provence et roi de Sicile, un royaume à conquérir qui correspond à ce que nous appellerions le royaume de Naples aujourd'hui. Mais l'élément essentiel où va se jouer peut-être l'avenir de la guerre de 100 ans, c'est une rencontre qui a eu lieu le 21 octobre 1413 à Marcoussis, où se rencontrent deux reines, Isabeau de Bavière, la reine de France, et puis Yolande d'Aragon, la reine de Sicile, duchesse d'Anjou. Et Yolande réussit à persuader Isabeau de Bavière de marier leurs enfants. Le petit Charles de Ponthieu, fils du roi de France, mais troisième fils du roi de France. Oui, il a donc très peu de chances de régner. Encore le dauphin. Et Marie d'Anjou, fille de Louis d'Anjou et de Yolande d'Aragon. Et ceci va être décisif, car la coutume voulait qu'après des fiançailles, le fiancé aille vivre dans sa belle famille. Et le jeune Charles de Ponthieu va donc vivre quelques années à Angers ou à Saumur ou en Provence, aux côtés de Yolande d'Aragon, qui va être pour lui une véritable mère. Cet adolescent qui se sentait mal aimé, voire renié par sa mère, qui avait vécu des événements terribles, se trouve dans une toute autre ambiance. Et cette femme lui apporte une affection dont il avait besoin. D'où un lien très fort entre eux qui va se révéler très important dans la suite des événements, car donc peu après le désastre d'Azincourt,
le dauphin, Louis de Guyenne, meurt soudainement. C'est donc son frère, Jean de Touraine, tous sont mariés à des princesses bourguignonnes, qui lui succède comme dauphin, et lui aussi, 2 ans après, va mourir brutalement. Et donc, le jeune Charles de Ponthieu devient dauphin. Il a à l'époque 14 ans, et dans les terribles luttes qui ont lieu face à ces fauves redoutables que sont le duc de Bourgogne, Henri V, le roi d'Angleterre, le connétable d'Armagnac, etc., comment va-t-il peser? Oui, il ne fait pas le poids. Et heureusement, c'est la clé des événements, cet adolescent de 14 ans va trouver pour le soutenir, pour dire un homme d'État de première force, sa future belle-mère, Yolande d'Aragon. Oui, parce qu'elle n'est pas que belle et avec une belle dot quand même, parce que son époux avait certes un apanage important, mais elle avait elle-même une dot intéressante aussi quand elle s'est mariée. Mais c'est un véritable homme d'État. Elle pense en homme d'État. Elle est intelligente. On va vraiment le voir. Et en 1417, c'est une année clé avec le fait que Charles devient dauphin. En même temps, Yolande d'Aragon devient veuve, son mari meurt et elle se trouve de ce fait régente de l'Anjou et de la Provence, voire de la Sicile. Régente, c'est une obligation pour elle. Le fait de soutenir le dauphin, ça c'est un devoir qu'elle se crée à elle-même. Et ça va être capital, car en 1418, quand les Bourguignons s'emparent de Paris, par Migras, grâce au sang-froid de Tanguy du Châtel, le dauphin, qui était à l'hôtel Saint-Paul, parvient à s'échapper de Paris. Il se réfugie d'abord à la Bastille Saint-Antoine, ensuite à Melun. Et ensuite, il va se rendre au sud de la Loire, à Bourges. Et alors que son père, Charles VI, actionné par le duc de Bourgogne, lui donne l'ordre de revenir, il va rester au sud de la Loire et organiser ce que l'on va appeler parfois par dérision le royaume de Bourges. Oui. Mais en fait, ce sera un territoire très, très cohérent d'où il pourra se battre. Et c'est sa bonne mère, Yolande d'Aragon, qui l'aide à faire tout ça. Et même après sa mort, Charles VII le reconnaîtra lui-même qu'à ce moment décisif, elle lui a fourni l'appui de ses gens, de ses forteresses, de ses conseils. Oui, et il y a en plus de l'affection. On a l'impression qu'elle a un cœur. Elle a elle-même 5 enfants, mais elle adopte, on peut dire, de façon très affectueuse ce gendre qui n'est effectivement qu'un jeune adolescent. Donc, et ça lui donnera une autorité sur ce gendre, et on en a vraiment la clé du mystère qui est le règne de Charles VII, où on voit ce personnage timide, qui a des foucades, qui n'est pas sûr de lui, qui peut se laisser aller à de mauvaises influences, qui va devenir le roi de France victorieux, alors qu'effectivement, on est au bord du désastre. Oui. Pour vous raconter un peu le détail de l'histoire, Yolande commet une erreur à ce moment-là. Elle va séjourner pendant 3 ans en Provence parce qu'il est nécessaire qu'elle fasse reconnaître son fils aîné. Puis la Provence est très importante politiquement pour elle. Et là, le futur Charles VII va commettre des bêtises, notamment assassiner dans un guet-apens le duc de Bourgogne. Et oui. De ce fait, il va jeter le nouveau duc de Bourgogne, Philippe le Bon, le fils de Jean sans peur, dans les bras du roi d'Angleterre.
Et on va arriver à cette catastrophe, qui est ce que l'on appellera le honteux traité de Troyes en 1420, où Charles VI, le roi fou, reconnaît comme héritier Henri V, le roi d'Angleterre, qui réunira donc les deux couronnes, celle d'Angleterre et de France. Et dès à présent, Charles VI lui délègue tous ses pouvoirs pour gouverner la France. D'ailleurs, c'est quelque chose d'incroyable que la France ait survécu à un règne d'une personne qui était quand même par intermittence complètement démente et qui a régné si longtemps. Absolument. Parce que ce règne a été extrêmement long. Et ce règne a été catastrophique. Il a été catastrophique. Puisqu'il débouche sur ces lettres patentes qui donnent le royaume de France au roi. C'est de la haute d'Angleterre. trahison. On pourrait dire beaucoup de choses, effectivement, sur le règne de ce malheureux Charles VI. Oui. Mais on va, à partir de là, assister à un véritable redressement, avec notamment le retour de Provence de Yolande d'Aragon, qui constate une réalité désastreuse. En plus, Charles, le dauphin Charles, était devenu très mal entouré, mal conseillé. Alors, il y a un coup de chance, c'est que Henri V, le roi d'Angleterre, meurt quelques mois avant Charles VI. Oui. Oui. Peut-être que les choses auraient été tout autres si Henri V avait régné. Oui, parce que mais lui à ce avait moment-là, une vraie personnalité. on a deux rois de France. Oui. Le jeune Henri VI d'Angleterre, qui est reconnu roi de France au moment de l'enterrement de Charles VI à Saint-Denis, et Charles VII, qui se proclame lui-même roi de France dans la cathédrale de Bourges. Quelle est votre opinion, monsieur? Est-ce que vous pensez que, effectivement, Charles VII doutait de son hérédité? Il n'était pas sûr d'être le fils du roi? Alors, c'est très possible. Et d'ailleurs, tout de suite, Yolande d'Aragon l'a toujours traité en fils de roi. Quand elle le recevait, c'était avec des grands honneurs, etc. Et un des messages de Jeanne la Pucelle, qui a aussi peut-être été influencé par Yolande d'Aragon, c'était de dire à Charles VII, dans un entretien privé, tu es fils de roi. C'était décisif psychologiquement peu importe les phrases que disent Isabeau, il était le fils du roi. En fait, Yolande va travailler sur deux plans. D'une part, consolider Charles VII. Pour cela, d'ailleurs, elle va liquider un certain nombre de favoris qui avaient une mauvaise influence sur Charles VII, comme Pierre de Giac, et elle charge le connétable de Richemont de, non pas de l'assassiner, il y aura une simulacre de procès, mais de le tuer. Même chose pour le Camus de Beaulieu. Petite erreur, elle place comme principal conseiller La Trémouille, qui est un homme d'État, mais aussi qui aura une mauvaise influence auprès de lui. Mais enfin bon, ça permet quand même de tenir. Et la deuxième ligne politique, mais je reviendrai là-dessus, c'est d'essayer de refaire une alliance avec le duc de Bourgogne. Oui, de récupérer les Bourgognes. Voilà. Oui. Mais venons-en quand même au moment décisif qui va être la levée du siège d'Orléans, quand les Anglais, ayant décidé d'en finir, envoient une armée très importante sur la Loire pour prendre Orléans, le pont sur la Loire, et ensuite aller vers Bourges. Et à cette époque-là, le moral est très mauvais autour de Charles VII. C'est pourquoi, quand vient cette petite paysanne de Lorraine,
qui vient auprès du roi pour lui dire qu'elle est là pour l'emmener à Reims et délivrer Orléans. Il va y avoir un choc psychologique très, très important. Alors, quand on reprend dans le détail le chemin de Jeanne depuis Vaucouleurs jusqu'à Chinon, Poitiers et Orléans, on y voit une main bienveillante qui place au bon moment les hommes qui vont résoudre les problèmes et qui amènent Jeanne à Chinon. Je pense que c'est Yolande d'Aragon qui, entendu parler par son fils René, le futur duc de Lorraine et duc de Bar, de Jeanne, lui permet de venir, fait en sorte que les avis des théologiens sont favorables, finance le convoi de vivres que Jeanne va amener à Orléans, et donc connaît la suite, cette semaine miraculeuse où effectivement en une semaine, grâce au souffle qu'a apporté Jeanne, Orléans est délivré, les Anglais font demi-tour alors que ce siège durait depuis 7 mois, et puis ensuite, on fait le ménage autour de la Loire en prenant Jargeau, Beaugency, en battant les Anglais à plat de couture à Patay. Et puis, c'est la marche vers Reims et le sac de Charles VII. Donc, c'est vraiment le tournant. Ah oui. L'espoir a changé de camp. Dans la guerre, absolument. À partir de là, ouais. Les Français autour de Charles VII, qui s'étaient toujours bien battus, qui avaient emporté quelques victoires, je dirais à la Gravelle, à d'autres endroits, mais qui s'étaient bien battus. Mais là, désormais, les Français vont toujours avoir le dessus. Et là, ce qui va être donc, un dernier événement qui est important, Yolande va liquider la Trémouille, qui avait une mauvaise influence et qui d'ailleurs jouait à contre-jeu vis-à-vis des Bourguignons. Et un soir au château de Chinon, alors que le roi et la Trémouille demeurent, Gaucourt, le capitaine de Chinon, qui est un des familiers de Yolande d'Aragon, ouvre une des paternes et un groupe d'hommes d'armes menés par Pierre de Brézé, Jean de Bueil, Préjean de Cotivy se précipitent, font prisonnier il va même recevoir un coup de couteau. Voilà, mais il était très gros, donc le coup de poignard ne lui fait rien. Donc on le ficelle, on l'emmène prisonnier au château de Montrésor, le château de Jean de Bueil, un angevin également. Et là, on lui fait jurer de ne pas revoir le roi. Et comme à cette époque-là, tout le monde tient les serments, la Trémouille sort du jeu politique. Peut-être compris. Et Yolande va faire ce qu'elle a toujours essayé de faire, c'est de bien entourer Charles VII. Et là, elle va placer auprès de lui des hommes comme Pierre de Brézé, un angevin, le connétable de Richemont, Jean de Bueil, d'autres encore, qui vont faire du roi Charles VII le roi bien servi. Et cette équipe que Yolande place auprès du roi va rester auprès de lui, au-delà de la mort de Yolande, jusqu'à la mort de Charles VII. Et c'est vraiment là où on voit qu'autour de Charles VII, les choses fonctionnent très bien. Les armées sont bien équipées, le gouvernement est cohérent, on met fin aux tentatives de rébellion comme la Praguerie, etc. Ceci va être décisif. Alors, il y a un autre élément très important dans la politique de Yolande d'Aragon, c'est celle-ci depuis le départ. Depuis la fuite du dauphin de Paris, elle va essayer de renouer les liens entre le dauphin et ensuite le roi de France, Charles VII, et le duc de Bourgogne, et également le duc de Bretagne, qui est une puissance. Le duc de Bretagne qui
a tendance à souvent changer de camp. Tantôt il est pour le roi d'Angleterre, tantôt pour le roi de France, etc. N'est-il pas son gendre aussi, Alors, de Bretagne? le duc de Bretagne est un vassal du roi de France pour la Bretagne, mais il est un vassal, ou plutôt son frère Arthur de Richemont est un vassal du roi d'Angleterre pour le comté de Richemont en Angleterre. Oui. Et une des habiletés de Yolande, car c'est une très fine manœuvrière, sera de choisir comme connétable de France Arthur de Richemont, qui avait d'ailleurs été fait prisonnier à Azincourt, mais qui ensuite avait servi dans les armées de Henri V. Et elle détache ce Breton des Anglais. En plus, c'est le beau-frère, ou plutôt Arthur de Richemont a épousé une sœur du duc de Bourgogne. Donc, ça peut créer des liens, etc. Et on voit la partie diplomatique qui s'engage à travers plusieurs conférences avec une idée fixe de Yolande, arriver absolument à détacher le duc de Bourgogne de l'Angleterre. Donc je passe sur de multiples conférences, tentatives, etc. Mais le triomphe de Yolande d'Aragon va être le congrès d'Arras en 1435. C'est l'élément majeur. Alors il faut imaginer un congrès préparé par quantité de conférences où se rassemblent les représentants de tous les souverains d'Europe. C'est très important. Le congrès est présidé par le légat du pape, le cardinal Albergati. Mais il est évident que les trois partenaires essentiels dans les discussions, c'est la délégation anglaise menée par le cardinal Beaufort, qu'on appelle souvent le cardinal de Winchester, il était archevêque de Winchester. La délégation bourguignonne, menée par Philippe le Bon lui-même, et la délégation française, menée par plusieurs princes, et le connétable de Richemont. Et là, on négocie entre Français et Anglais qui, tour à tour, viennent plancher devant le légat du pape, mais ils ont vraiment des positions inconciliables. Et les Bourguignons, là, ils comptent les coups en attendant? Oui, parce que la négociation essentielle, c'est celle qui se passe entre France-Angleterre. Le roi anglais est très jeune à l'époque. Oui, Henri VI, c'est un enfant. C'est un enfant, et donc c'est une chance pour la France. Son oncle, le duc de Bedford, qui est régent du royaume pour la France. Oui, d'accord. Donc c'est lui qui compte, mais il est malade et il n'est pas présent. Donc autre chance voilà. pour le côté français. Et à un moment, le cardinal de Winchester pique une colère et décide de rompre les négociations et les Anglais quittent Arras. C'est une faute énorme de leur part, car ça remet en face à face les Bourguignons et les Français. Et là, le terrain était très bien préparé par les agents de Yolande. Et notamment le chancelier de Bourgogne, Rollin, va jouer un grand rôle. On dit même qu'il a été acheté, enfin encouragé financièrement, etc. Et très vite, on arrive à un accord. Alors le duc de Bourgogne a encore quelques scrupules puisqu'il a juré fidélité au traité de Troyes, etc. On fait venir un théologien italien de Paris, etc. Et finalement, il y a un accord. Le duc de Bourgogne reconnaît Charles VII comme roi de France. Alors, en contrepartie, il y aura le roi de France regrettera l'assassinat de son père. Il y a un certain nombre de contreparties, mais l'essentiel est fait. La Bourgogne, désormais, va être du côté français. Provisoirement, quand même. Et, non, elle va y rester. Et la preuve, un événement très important qui se déroule l'année suivante, c'est la prise de Paris par les Français. Et là, ce qui est d'ailleurs extraordinaire, c'est que un Bourguignon, le sire
Villiers, qui était le sire de l'Isle-Adam, donc Villiers de l'Isle-Adam, avait réussi à prendre Paris en 1418 par surprise pour les Bourguignons. Et là, il va jouer un rôle dans la prise de Paris au nom du roi de France. Mais cette prise de Paris va se jouer d'une manière très inhabituelle, car les Parisiens craignent des représailles. Mais oui, ils ont choisi le mauvais côté. Charles VII va signer des lettres de pardon, où l'on trouve d'ailleurs le sceau de Yolande d'Aragon à côté, certifié. Ce n'est pas rien. Et il promet pardon. Nous imposons éternel silence à notre procureur. C'est un texte assez extraordinaire. Et il est intéressant de le comparer avec le texte de l'édit de Nantes un peu plus tard, car ces textes sont presque similaires. Et de ce fait, les Parisiens eux-mêmes, malgré la garnison anglaise, vont ouvrir les portes au connétable de Richemont, qui va entrer à Paris, mais ça va être une prise de la ville très pacifique. Pas de représailles. Il n'y aura aucune représaille, il n'y aura pas de pillage, sac, etc. Et on a vraiment une réconciliation nationale. Et à preuve, vous parliez des parlements, ils existaient déjà à l'époque. Et les juges du Parlement de Paris, qui avaient servi le roi d'Angleterre pendant des décennies, vont être rejoints par les juges du Parlement de Poitiers, qui avaient mis en place Charles VII, etc. Oui. Ils vont faire un seul Parlement et ça va très bien se passer au prix d'une petite inflation de personnel. Même chose pour la Chambre des comptes, etc. Donc il y a vraiment une réunion nationale. Et une fois que c'est fait, on peut parler, on peut être effectivement des États généraux de 1439 à Orléans, où Yolande d'Aragon siège à côté de son fils avec une décision très importante, la création d'un impôt permanent pour financer une armée permanente. C'est la fondation de l'armée permanente. Les 15 compagnies. Voilà. Ouais. Donc c'est le début de l'armée. Donc j'arrête un peu là l'histoire, puisque Yolande va un peu se retirer, conserver une influence. Elle va mourir en 1442. Oui, à 62 ans, ce qui n'est pas... Mais l'équipe, si je veux dire, qu'elle a mis en place va continuer le travail. Ce sera, on peut dire peut-être... Ah oui, non, je reviendrai peut-être là-dessus, c'est un détail qui est amusant. Mais la fin du travail, ça va être la restitution du comté du Maine aux Français, c'est-à-dire donc la famille d'Anjou. Ça va être la conquête très organisée qui va bien se dérouler de la Normandie, et puis la conquête de la Guyenne, la bataille de Castillon et le triomphe définitif des Français. Des Français. Alors l'émission se termine bientôt, messieurs. Mais je voudrais garder une image de Yolande d'Aragon vieillissante, apaisée. Elle a quand même un beau chemin derrière elle. Et ses rapports avec sa petite fille, la fille de René d'Anjou, qui sera la reine d'Angleterre. Je voulais en dire. Je crois qu'on peut terminer là-dessus. Parce qu'effectivement, pendant que René d'Anjou, donc le second fils de Yolande, alors qu'il était parti en Sicile pour à nouveau conquérir son royaume, il a laissé auprès de sa grand-mère la petite Marguerite d'Anjou, qui pendant quelques années va vivre aux côtés de Yolande d'Aragon, et on voit l'influence de l'une sur l'autre. Bon, si vous me laissez une seconde, assez vite. Il y a un très joli détail que j'ai trouvé dans les livres de contes, c'est que lorsque des ambassadeurs de l'empereur d'Allemagne étaient venus à Saumur parce qu'ils voulaient demander en mariage la petite Marguerite d'Anjou, la reine Yolande avait fait des commandes importantes de tissus, de fourrures, etc., pour que sa petite fille soit très belle ce jour-là. Et gageons qu'elle était aussi belle que sa grand-mère. Marguerite d'Anjou ne s'est pas mariée
avec l'empereur d'Allemagne. Elle s'est mariée en 1444 à la suite d'une ambassade Suffolk et puis la famille d'Orléans avec le jeune Henri VI d'Angleterre. Et voilà. Et elle va jouer un rôle très important dans notamment la guerre des Deux Roses et l'histoire de l'Angleterre. Et on peut dire que c'est elle qui va soutenir à bout de bras et diriger son mari, le faible Henri VI. Bon sang ne mais saurait son mentir. rôle, peut-être qu'elle n'avait pas... Elle avait certainement la volonté de sa grand-mère. Elle n'avait peut-être pas son sens de la diplomatie. L'esprit de finesse. Ce qui l'a amené à faire un certain nombre d'erreurs. Et je crois qu'elle est assez mal vue en Angleterre aujourd'hui. Et elle va terminer sa vie, d'ailleurs, après la défaite de la maison de Lancastre, accueillie par Louis XI dans un petit manoir sur les bords de la Loire, pas très loin de Saumur. On arrive toujours dans le Val-de-Loire avec cette histoire. Mais merci beaucoup, Gérard de Senneville, pour cette évocation. Donc, je rappelle votre livre, Yolande d'Aragon, la reine qui a gagné la guerre de 100 ans. C'est publié chez Perrin et c'est très clair pour une histoire très complexe. Merci, messieurs, et chers amis téléspectateurs, restez-nous fidèles.